À vous les abonnés de notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, soyez les bienvenus à notre émission préférée, soit disons votre émission préférée, dénommée I fait la fort. Comme à l'accoutume, nous avons jugé nécessaire de faire encore appel à deux jeunes qui sont toujours présents ici sur notre plateau Sympavision Facebook ainsi que la chaîne YouTube pour vous décortiquer les différentes réalités de la politique de notre société. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui va vous permettre de comprendre le fondement de la politique depuis l'indépendance à nos jours. Et sans plus tarder, nous allons leur donner le micro pour qu'ils se présentent à vous, nos chers abonnés. À ma droite, vous avez la balle. Merci beaucoup et bonjour à nos chers abonnés et bonjour également à vous, chers docteurs, à mon cher ami. Bonjour à tout le monde. Merci à tous ceux qui nous regardent et je vous invite chaque semaine, chaque mardi à 15h, à 17h plutôt, à suivre cette émission parce que c'est très important. Nous allons essayer ensemble de décortiquer certaines thématiques qui sont cruciales dans le développement de notre pays. Donc, soyez toujours au rendez-vous, likez, abonnez et voilà, continuez toujours à commenter. C'est toujours un plaisir de venir sur ce plateau, dire ce que nous pensons de l'avancement de notre pays et c'est comme ça qu'on pourra relever tous les défis de l'ère. Merci beaucoup, docteur, pour l'invitation. Merci, Monsieur le Président du regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation. Comme il vous dit, il faut faire le maximum de partage. Intéressez-vous à ces différentes notions cruciales de notre nation. Et sans plus tarder, je m'avais donné la parole à mon deuxième invité du nom de Monsieur Yoro Dia. Soyez les bienvenus. Merci docteur. Bonjour à nos chers abonnés et à tout le personnel de l'entreprise d'appui et de conseil. Merci beaucoup pour cette occasion de venir parler sur des questions très importantes, sur des thèmes importants pour que ces pays puissent connaître le développement. Donc, je pense que c'est très important et tout ce que nous demandons à nos chers abonnés est que chaque mardi, nous sommes là à 17h, nous sommes en direct pour parler sur des thèmes très importants pour le développement de ces pays et doivent s'abonner, continuer à s'abonner, à aimer ce que nous faisons, à commenter. Ça va nous permettre, nous aussi, de bien nous exprimer et de bien faire ces débats pour qu'ensemble, nous puissions aller vers un développement durable. Merci, Monsieur Yorodia. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible parce que aujourd'hui, le thème qui fait l'objet de notre présence ici sur le plateau de Sympavision, que ce soit la chaîne Facebook ainsi que la chaîne YouTube, est le suivant. Que faut-il retenir des actions du pouvoir ou des pouvoirs publics de l'indépendance à nos jours? Et aujourd'hui, il est important de faire un petit retour en arrière pour comprendre la logique du fonctionnement de notre nation depuis l'indépendance, c'est-à-dire 1960 en 2023. Et sans plus tarder, ma première question va s'adresser à mon invité, le jeune actif, qui s'est beaucoup battu pour que cette émission soit une réalité. Alors, Monsieur Dia, quel bilan faites-vous de l'indépendance à nos jours, du point de vue éducationnel, du point de vue sécuritaire, du point de vue politique? Merci, docteur, pour la question. C'est très important et ce que les gens doivent comprendre, ce que nos chers abonnés aussi doivent comprendre, nous sommes des jeunes, nous avons appris l'histoire du Mali et nous avons connu certaines réalités ici au Mali et c'est sur ça que nous allons essayer de parler pour essayer de les informer le maximum. Vous savez, le Mali a pris l'indépendance en 1960 en 1960 avec le président Modibo Keïta et je vais
essayé de parler sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur beaucoup de plans, parce qu'il y a beaucoup de plans qui sont là. Maintenant, lorsque nous prenons sur le plan sécuritaire, vous allez voir qu'en 1960, quand le Mali prenait l'indépendance, au niveau de l'armée, les forces armées maliennes, on n'était pas en mesure, c'est-à-dire de contrôler notre territoire. Qu'est-ce qu'il fallait faire, vu qu'on veut être indépendant? Alors que l'indépendance passe d'abord par le fait que nous devons avoir des forces armées qui doivent, c'est-à-dire qui doivent contrôler, qui doivent être à la défense de notre nation. Maintenant, suite à cela, le président Faye Modibo Keïta avait décidé à ce que la France, qui est la colonie, qui a colonisé ces pays, leurs forces armées devaient rester ici au Mali. Maintenant, ils sont restés ici maintenant jusqu'à 1961. Maintenant, après 1961, après l'éclatement de la fédération du Mali et du Sénégal, ces militaires français qui étaient là au service des Maliens sont partis. Tout ça, c'est pour essayer de donner plus de responsabilités à nos forces armées. Maintenant, quand ils sont partis, il faut comprendre que de leur départ, le Mali disposait seulement 1600 hommes avec une vingtaine d'officiers. Donc, en termes d'équipement, le Mali, l'armée disposait d'environ 1500 armes, dont 400 étaient prêtés. Donc, 140 véhicules aussi et une trentaine de postes de communication. Donc, sur le plan sécuritaire, c'est ce que nous pouvons dire au temps de l'indépendance, c'est que le Mali disposait sur le plan sécuritaire. Maintenant, lorsque nous prenons sur le plan de l'éducation, vous allez voir que en ce temps aussi, c'était des Français qui étaient là pour essayer, c'est-à-dire de donner le minimum à cette population, à ces Maliens qui en ont besoin, pour que l'éducation puisse être quand même partout. Donc sur ces deux volets, nous voyons quand même qu'il y a eu quand même des progrès qui ont été faits de l'indépendance à nos jours, sur lesquels nous allons pouvoir aborder encore une fois de plus. Merci Yoro pour cet éclaircissement de la part de ce jeune actif, pour que nos abonnés s'imprègnent de la réalité de l'évolution de 1960 à nos jours sur le plan éducationnel, mais aussi sécuritaire. Salim, de l'indépendance à nos jours, quelle lecture faites-vous par rapport au bilan de notre belle nation? Merci beaucoup, docteur, pour la question. C'est ce que j'ai toujours dit. La jeunesse aussi a son mot à dire en ce qui concerne l'avenir et le devenir de ce pays. Et c'est pour cela que nous ne cesserons jamais de remercier l'initiateur de ces cadres d'échange, de ces cadres de discussion pour les jeunes. Et je continue, je demande à tout le monde d'épauler EAC dans ce projet, c'est vraiment important. Maintenant, pour revenir un peu à votre question, en ce qui concerne les bilans des différents pouvoirs qui se sont succédés au pouvoir au Mali, je pense qu'il y a énormément de choses à dire, parce que non seulement la nature des pouvoirs diffère, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs matières en réalité. Le régime, lorsque nous prenons par exemple le régime de Modibo Keïta, de l'indépendance jusqu'en 1968, c'était plutôt un régime socialiste. Maintenant, de 1968 jusqu'en 91, c'était plutôt un régime, on va dire, dictatorial, mais entre guillemets. Et voilà, maintenant de 91 jusqu'à maintenant, nous sommes dans l'ère démocratique. Donc, lorsque vous demandez de faire un résumé, de faire une synthèse globale, un bilan de ces trois pouvoirs, vous voyez que c'est super compliqué à faire en réalité. Donc, c'est pour cela que nous allons, à mon avis, je pense qu'on doit procéder par régime. D'abord, faire le bilan du régime de Modibo Keïta et essayer de dégager un résultat. Ensuite, faire un bilan, un récapitulatif du régime de Moussa Traoré et essayer de dégager quelque chose également, et enfin revenir à l'ère démocratique. Maintenant, en réalité, pour parler de Modibo Keïta, nous pouvons tous dire quelque chose, même si nous n'y avons pas été. Et Modibo Keïta, c'est cette personne-là qui s'est vraiment battue pour que nous ayons notre indépendance. Et quand il est venu au pouvoir, en réalité, il a posé des actions concrètes, des actions phares qui vont dans le sens de l'émergement de notre pays. Sur le plan économique, par exemple, le Mali avait énormément d'entreprises, des entreprises publiques.
Voilà, il y avait plus d'une vingtaine d'entreprises publiques au Mali. Et nous savons, aujourd'hui, si on essaie de regarder, nous sommes confrontés au problème du chômage. Modibo Keïta était en réalité un visionnaire. Il a vu ce problème-là, il a vu que ce problème-là va venir à long terme. Si on n'essaie pas de mettre en place des entreprises par-ci, par-là, que ce soit des entreprises sociétaires ou bien des entreprises publiques, forcément, en tout cas, on doit mettre en place des entreprises pour pouvoir lutter contre ce problème-là. Donc, au temps de Modibo Keïta, le Mali avait énormément d'entreprises et c'est ce qui a facilité l'insertion de jeunes. C'est ce qui a permis de lutter contre le chômage en ce moment. Ça, c'est une stratégie que nous devons essayer d'adopter dès maintenant. Ensuite, sur le plan militaire, et il faut savoir que en 1962, 2 années après l'indépendance, il y a eu une rébellion, si j'ai bonne mémoire. Il y a eu une rébellion. Et l'armée de Modibo Keïta a été en mesure de vaincre cette rébellion-là. Donc ça veut dire qu'en ce moment, en réalité, nous avons une armée forte, une armée bien équipée. Voilà. Donc sur le plan militaire, il n'y avait pas énormément de problèmes. L'armée était stable parce que l'armée a pu vaincre l'armée a pu relever les différents défis auxquels elle a été confrontée en ce moment. Et lorsqu'on essaye de voir globalement, parce que sur le plan sanitaire, en réalité, je ne peux pas trop me prononcer sur ça, mais lorsqu'on essaye de voir globalement, le régime de Modibo Keïta était vraiment une réussite, à mon avis. Même si nous devons déplorer les quelques défaillances et autres là. Lorsqu'on vient au régime de Moussa Traoré, Moussa Traoré a fait ses coups d'État et ces coups d'État, beaucoup de Maliens les regrettent d'ailleurs parce qu'on dit que ces coups d'État n'est pas venu à propos en réalité parce qu'il n'avait pas de projet, il n'avait pas de plan pour le Mali. Alors qu'un chef d'État doit être normalement un homme visionnaire, un homme politique, un homme qui a un programme pour l'émergence du pays. Quand vous venez faire un coup d'État, alors que vous n'avez pas d'initiative, vous n'avez pas de projet pour les jeunes, c'est sûr que le pays va prendre une autre trajectoire qui nous conduira droit vers le chaos. C'est ce qu'il fallait éviter. Mais malheureusement, le coup d'État fut consommé. Nous avons fait 23 ans de dictature et tous les Maliens regrettent ces 23 ans de dictature, même si certains Maliens pensent qu'en ce moment, l'autosuffisance alimentaire était assurée. Mais il force est de souligner que les fonctionnaires ne recevaient pas leur salaire en réalité. Et certains fonctionnaires ont fait plus de 4 mois, 5 mois sans salaire. Donc il y avait énormément de problèmes sur le plan économique parce que Moussa Traoré n'avait pas de vision sur le plan économique. Donc on a été confronté à ces problèmes-là. C'est pour cela qu'on a été obligé de tendre vers ce qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel. Toutes les entreprises mises en place par Modibo Keïta, ces entreprises-là ont été privatisées parce que le régime dictatorial de Moussa Traoré avait besoin d'argent, n'avait pas d'argent. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire appel aux bailleurs extérieurs, aux partenaires extérieurs pour qu'ils viennent nous épauler. Et ces partenaires extérieurs viennent avec un programme. Faites comme ça, nous allons vous aider. C'est un peu la contrepartie de l'argent qu'ils vont nous donner. Donc c'est pour cela qu'on a... ce régime-là a été obligé de privatiser les différentes entreprises mises en place, des entreprises publiques, je précise, mises en place par Modibo Keïta pour faciliter le développement de notre pays. Parce qu'un pays qui n'est pas autonome sur le plan économique, un pays qui n'a pas d'entreprise en son sein, c'est toujours des problèmes. Donc Modibo Keïta avait vu ces problèmes. Mais Moussa Traoré est venu et il a pris une autre stratégie différente de celle que Modibo Keïta avait mise en place. Une stratégie qui aujourd'hui nous a vraiment pris une direction qui n'était pas du tout la bienvenue en réalité. Donc ils ont privatisé les entreprises de Modibo Keïta et on sait tous les résultats auxquels ça a abouti. On a vendu nos entreprises, on a licencié même certains fonctionnaires. Donc économiquement, ça ne va pas du tout. Donc ce que je peux dire en réalité, pendant les 23 ans du régime de Moussa Traoré, sur le plan économique, c'était de la catastrophe totale. Malgré le programme d'ajustement structurel, malgré les réformes au-delà, ça n'allait pas du tout. Bien, avant d'arriver au régime de la démocratie, je m'en vais vous poser la question. Parce que quand on voit l'évolution du régime de Modibo Keïta vers Moussa Traoré, lui, il s'est porté, en quelque sorte, comme le libérateur, en quelque sorte, pour faire un renversement. Et quand on tient compte de ces explications, est-ce que pouvons-nous dire que le socialisme a montré ses limites pour que Moussa Traoré renverse ce pouvoir? Merci docteur. Vous savez, ce qu'il a dit c'est très important, mais je pense que Modibo Traoré, après l'éclatement de la fédération, il était confronté à certaines difficultés qu'il faut souligner. Telles que par exemple, lorsque vous prenez le franc malien par exemple, le franc malien a été rejeté par qui? Par les Maliens.
C'est les Maliens même. Ah bon? Oui, c'était les Maliens qui ont rejeté le franc malien. Parce que lorsque vous sortez dans ce pays, vous ne pouvez pas échanger avec les autres. C'était très difficile. Les gens, donc c'était une partie de la population qui était mécontente. Parce que la majorité de ces coups d'État réussissent comme ça. Il y a des problèmes qui sont là. Maintenant, le régime de Modibo Keïta était un régime socialiste qui cherchait quand même à ce que tout ce qu'on a, nous sommes ensemble. C'est-à-dire ce sont des gens et il a essayé à ce que les entreprises soient publiques. C'était très important. C'était aussi pour l'avancée du Mali. Maintenant, le problème c'est où? C'est-à-dire les gens n'avaient pas la mentalité ou bien les gens n'avaient pas compris que c'était ces difficultés qu'il fallait accepter pour nous parce que c'était un pays qui est jeune parce qu'il vient de prendre l'indépendance à peine quelques années. Donc, on n'avait pas assez d'expérience sur beaucoup de choses, sur le domaine de la monnaie, sur les entreprises, l'évolution des entreprises. On n'avait pas assez d'expérience. Et c'est ce que la population devrait comprendre pour qu'ils ne tombent pas dans ça. Donc, après l'éclatement de la fédération entre le Mali et le Sénégal, donc, il y avait beaucoup de difficultés qui étaient là. Et à l'intérieur, il y avait des gens qui étaient mécontents, qui étaient contre le régime de Modibo Keïta. Donc, c'est ce qui a fait que le coup d'État a été consommé. Mais ceci explique concrètement la limite du socialisme. Tout à fait. C'est ce que j'ai dit. Et Modibo Keïta a énormément fait pour ce pays. Et j'ai cité quelques exemples. Mais force est de souligner qu'il y avait quelques défaillances en réalité. Le problème de franc malien qu'il vient de souligner était une réalité faite. Parce qu'une monnaie qui n'est reconnue que dans ton pays, c'est très difficile pour les citoyens de faire des échanges avec d'autres pays, c'est compliqué. Mais il n'y avait pas seulement que ces volets. En réalité, on sentait que le socialisme de Modibo Keïta était un peu exagéré au fait. Toutes les entreprises étaient étatiques. En réalité, le citoyen aussi a besoin d'un peu de libéralisme. On a besoin de liberté. Il faut que nous, citoyens, nous ayons aussi la chance, l'opportunité de créer notre propre entreprise. Ça aussi, c'est important. Mais ces systèmes-là n'existaient pas chez Moussa Traoré. C'est pour ça que les gens, certaines personnes étaient frustrées. Il avait trop la même mise sur certaines choses. Il fallait aussi essayer de flexibiliser, de mettre un peu de liberté, d'accorder un peu de liberté à la population sur le volet économique. Ça aussi, c'était très important. Mais en ce moment, est-ce qu'il y avait la corruption? C'est-à-dire tout ce que l'État générait comme richesse était distribué de façon équitable? Oui. Et ce qu'il a dit, c'est très important. Vous savez, il avait quand même une vision qui était très importante pour ce pays. Il faut le reconnaître. Maintenant, le problème, c'était où? Peut-être qu'il n'a pas pu aussi écouter ses conseillers ou autres, mais parce qu'il y avait des problèmes. Regardez, dans un pays où toutes les entreprises sont publiques, il y a quand même le problème. Donc, il n'y avait pas en fait la corruption, autres les gens n'étaient pas doués en ça. Mais le problème, c'était quoi? C'était la population qui avait des difficultés. Et cette population n'avait pas compris que ces difficultés étaient passagères en fait. Ces difficultés étaient passagères. Maintenant, si la population n'a pas compris ça et qu'il y a d'autres qui veulent renverser le pouvoir, et je pense qu'il y avait aussi des mains extérieures. Parce qu'on peut comprendre avec l'éclatement de la fédération, comment le Mali a pris son indépendance et autres. On peut imaginer, on est tenté quand même de dire qu'il y avait des mains extérieures dans ce coup d'État. Donc, c'est ce qui était là. Sinon, la corruption n'était pas là. Mais le problème, c'était les gens avaient des difficultés. Alors, Salim, que faudra-t-il retenir du bilan de la période démocratique? La période démocratique. Bon, avant de répondre un peu à cette question, je voudrais essayer de rectifier un point. En fait, et en ce qui concerne Modibo Keïta, je ne pense pas. Vous venez de dire quelque chose tout de suite concernant. J'ai un peu oublié la partie. Bon, je vais y revenir après. Et en ce qui concerne le bilan du régime démocratique, moi je pense que tous les Maliens savent aujourd'hui que le bilan est vraiment et véritablement négatif en réalité. Parce que au début, on nous a vendu la démocratie. Avec quel slogan? Adoptez le régime démocratique et vous allez vous développer. Libéraliser votre pays sur le plan économique parce que c'est un facteur crucial de développement. C'est ce qu'on nous a dit. 32 années après, nous sommes toujours dans le sous-développement profond. Le Mali est toujours appelé pays pauvre, très endetté, PPTE.
Le constat est bancal, est crucial. Tout le monde voit que c'est vrai, c'est une tautologie maintenant. Donc, lorsqu'on essaie de faire le bilan, on voit que ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est cette question qu'on doit se poser. Parce que lorsque vous avez un problème, pour l'analyser, il faut d'abord comprendre, cerner le problème, ensuite faire ressortir les facteurs explicatifs du problème pour essayer d'apporter des solutions adaptées à ces facteurs-là. Et pourquoi la démocratie n'a pas marché, on va dire comme ça? Ou bien pourquoi la démocratie n'a pas abouti au résultat escompté, à savoir le développement de notre pays? C'est d'abord parce que, en réalité, nous avons adopté la démocratie sans comprendre les conditions, les critères. Parce que la démocratie rime d'abord avec un État instruit, ou bien des populations instruites. Il faut que dans une démocratie, les populations soient au courant que la population soit instruite au fait, que la population ait ses mots à dire dans la démocratie. Parce que pour pouvoir dire quelque chose, pour pouvoir se prononcer sur une chose, il faut aussi avoir une certaine maîtrise de la chose. Donc la population malienne est majoritairement analphabète. Jusqu'à présent, on n'a pas dépassé les 20, les 30%. Donc, ce problème-là est crucial et il faut que nos autorités s'attellent à résoudre ces problèmes-là. L'analphabétisme, c'est très important. Ensuite, deuxième problème, c'est en fait les dirigeants maliens ou le Malien de façon générale a perdu sa dignité. C'est ce qui va me permettre même de revenir en arrière. C'est pour dire qu'au temps de Modibo Keïta, il n'y avait pas de corruption, ou bien la corruption était un peu faible. C'est ce que je voulais dire d'ailleurs. Parce que, comme la célèbre citation nous dit, au temps de Modibo Keïta, on ne volait pas, il n'y avait pas la corruption, parce que les gens avaient une certaine dignité, un certain honneur. Mais maintenant, les gens ont perdu cette dignité-là, cette valeur-là. Et c'est la raison pour laquelle on s'adonne à n'importe quel type de comportement. Et si vous voyez que dans notre pays, à l'ère démocratique, des milliards ont été détournés par des Maliens, vous voyez que c'est carrément de l'égoïsme, c'est carrément de la perte de la dignité. C'est ce que ça veut dire en réalité. Parce que toi, tu ne peux pas, en tant que Malien, en tant que une personne, pas en tant que patriote, tu ne peux pas te permettre de poser un certain nombre d'actes qui vont conduire ton pays droit dans la fournaise. Moi, je pense que c'est tellement déplacé d'avoir ce comportement. C'est parce que le Malien a perdu sa dignité. La valeur que le Malien avait, le Malien l'a perdu. Et c'est ce qui nous a... Comment les Maliens ont perdu leur dignité, leur valeur? C'est ce qui va m'amener un peu à rentrer dans les volets éducatifs. Tout est d'abord une question d'éducation. Maintenant, avant d'arriver là-bas, dans le volet éducatif pendant la démocratie, la question que je m'en vais vous poser, monsieur Yorodia, est-ce que cette démocratie est-elle vraie? On ne peut pas tout remettre en cause. Notre démocratie, comme a assez bien dit Salim, je pense qu'on n'était pas prêt à adopter la démocratie. Parce que vu que la majorité de la population ne connaissent pas, c'est-à-dire on n'avait pas d'abord de l'expérience de cette démocratie et les gens ne savaient pas ce que signifie la démocratie. Ils savaient quand même qu'il y avait la liberté d'expression. Mais après la liberté d'expression, qu'est-ce que la démocratie va nous apporter? Donc je pense qu'on n'avait pas, on s'est pas posé des questions sur ce volet. Qu'est-ce que la démocratie? On veut la démocratie, mais la démocratie, quel pays a adopté la démocratie et qu'est-ce que ce pays a eu comme résultat? Je pense que c'était important pour la population malienne. Mais comme il a si bien dit, c'est-à-dire on a une population majoritairement qui n'a pas été à l'école, donc qui ne comprend pas beaucoup de choses. Et vous allez voir dans ce pays, très aisément, ce sont des choses qui se passent à Bamako. Donc les grèves, disons les marches et tout se passe à Bamako. Alors que les autres ne savent même pas ce qui se passe dans ce pays. Donc c'est ce qui fait que souvent, c'est des choses, la démocratie a été adoptée, mais quel résultat nous avons? Il n'y a pas de résultat parce que quand vous comparez notre démocratie à d'autres, c'est vraiment... le résultat est négatif. Et je pense que le Mali n'était pas prêt pour la démocratie. On devait continuer avec le socialisme et pour que le Mali... Sinon, avec la démocratie, on a connu tellement de coups d'État et je pense que même actuellement, nous sommes sur cela. Salim, cette démocratie n'a-t-elle pas montré ses limites au niveau notre nation? Bon, je pense qu'on doit vraiment essayer d'analyser les choses sous un autre angle, quoi. C'est vrai que quand nous avons adopté la démocratie,
on a été confronté à énormément de problèmes. Mais il faut aussi souligner que nous sommes jeunes parce que lorsque nous sommes en train d'expérimenter une chose, nous avons juste 32 ans, voilà, 30, bientôt 33 ans. Donc ça veut dire que nous avons une jeune démocratie. Et une jeune démocratie peut toujours se relever et on peut essayer de continuer à rectifier les lacunes de notre démocratie et essayer d'avancer. C'est vrai qu'au début, les Maliens n'avaient pas bien compris. Parce que la démocratie rime avec un certain nombre de principes. Il faut comprendre ces principes-là. Mais nous, notre problème, c'est quoi? C'est que nous ne l'avons pas du tout compris au tout début. C'est pour ça que j'ai lu un livre qui est titré La démocratie entre métissage et mimétisme. Ça veut dire que nous, on a essayé de copier la démocratie à l'occidental et on essaye de faire comme les occidentaux. C'est cela le problème. Si nous ne comprenons pas la démocratie occidentale et si nous pensons que cette démocratie n'est pas compatible avec nos valeurs, qu'on essaie d'adapter la démocratie à nos réalités. Comme ça, on va appeler ça la démocratie malienne. Parce que la démocratie malienne ne doit pas être exactement la démocratie française. Et c'est ce problème-là qui est là. Nous sommes dans l'imitation, dans le plagiat. Et c'est ce qui nous, voilà, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous met en retard en réalité. Essayons. Maintenant, un peuple qui n'a pas la même vision, qui n'a pas la même pensée, qui n'a pas la même réflexion, qui n'a pas la même réalité au niveau au niveau de l'environnement. C'est-à-dire, est-ce que le fait de demander à ce peuple digne de ce nom d'adopter un modèle démocratique propre aux Occidents ne conduit-elle pas à un échec ou à un chaos total? Tout à fait. C'est ce que j'ai dit d'abord, le problème d'adaptabilité. On doit vraiment essayer de... C'est vrai, la démocratie, elle est universelle. En ce sens que chaque pays doit l'apprendre et essayer de l'adapter à ses cultures, à ses valeurs, à ses comportements. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Nous continuons toujours avec la démocratie. À l'occidental, il faut faire des élections, tendre vers des élections pour pouvoir, pour l'alternance démocratique, parce que c'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Alors que nous avons la capacité de réfléchir sur notre modèle démocratique, de mettre en place une démocratie qui respecte nos valeurs, une démocratie qui est compatible avec le comportement du Malien, les Maliens dignes, je précise. Nous avons la capacité de faire ça. Mais c'est ce que nous ne faisons pas. Nous continuons toujours à copier les autres, alors que nous sommes des peuples différents, des différentes cultures, des différents pays. Donc, normalement, notre démocratie aussi doit différer de leur démocratie. Et c'est comme ça qu'on pourra se développer. Bien, on tend vers la fin de l'émission. On n'a que 4 minutes. On a déjà épuisé l'intégralité du temps. Donc, parlons rapidement de l'état des élections. Que faudra-t-il quelle analyse croisée faites-vous? C'est très important les élections au Mali et je pense que c'est aussi cela montre aussi les limites de notre démocratie, parce que comme il a si bien dit, lorsque vous regardez, nous on pense que toujours il faut organiser les élections quel qu'en soit un président démocratiquement élu, même s'il est mal élu. Donc je pense que c'est quelque chose que nous devons revoir. Nous devons essayer d'adopter la démocratie à la démocratie malienne, disons. Donc, pour que nous puissions regarder ce qui n'a pas marché pendant ces 30 années pour voir comment est-ce que nous pouvons organiser des élections crédibles et transparentes. Parce que actuellement ils ont créé un comité de gestion des élections en République du Mali. Je pense que tout ça là c'est des progrès notables, parce que les années passées les gens reprochaient à ce que le ministère de l'administration territoriale, c'est eux qui organisaient les élections. Donc je pense que c'est des avancées que nous sommes en train de faire, et la transition a le temps maintenant pour essayer de voir ce qui n'a pas marché pendant ces 30 ans, pour essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les élections puissent bien être organisées en République du Mali et que nous ayons des présidents démocratiquement élus qui puissent nous amener vers le développement. Merci. Salim, oui. Quelle analyse croisée faites-vous concernant la question des élections? Oui, c'est une question primordiale, parce que il faut d'abord comprendre que l'élection va en phase avec le contenu de la Constitution de 1991. Ce sont des Maliens qui ont accepté de se sacrifier pour qu'advienne la démocratie, les élections. Et si nous sommes dans un régime pas
nous sommes dans un régime hors démocratique ou bien un régime qui n'est pas du tout démocratique. Il faut qu'on fasse tout pour tendre vers les élections et rentrer dans une période démocratique. C'est cela que nous avons besoin et c'est pour cela que les Maliens ont accepté de se sacrifier. Les élections. Parce que ce n'est pas avec les armes qu'on doit venir au pouvoir. Si en réalité nous continuons à accepter, à autoriser les coups d'État comme ça, moi je pense que ça ne va pas finir. La meilleure manière d'être président ou d'occuper le leadership, d'occuper Koulouba, c'est à travers les élections et pas un autre moyen en réalité. Donc nous devons tout faire pour organiser les élections, mais je suis d'accord avec mon cher ami sur ce point parce que il faut aussi organiser des élections qui sont légitimes, des élections qui feront en sorte que les Maliens aient des dirigeants dignes de ce nom. Voilà, donc nous devons nous atteler vers ça. C'est pour cela que je félicite la création de l'organisation de l'autorité indépendante de gestion des élections lèges qui va nous permettre d'avoir des élections crédibles, transparentes et libres et qui va nous permettre aussi d'avoir un dirigeant digne de ce nom qui nous permettra de tendre vers le progrès. C'est un peu ce que je voulais dire. Merci Salim pour cet éclaircissement et votre dernier message à l'endroit de nos chers abonnés. C'est toujours des remerciements à l'endroit de tous ceux qui nous regardent. À nos chers abonnés, fans, continuez à aimer, à suivre, à liker, à partager. C'est très important pour nous. Ça participe au développement de notre pays. À l'EAC et à Sympavision, merci pour cet excellent cadre. Continuons à développer le pays. C'est comme ça. Merci mon cher ami. Merci docteur. Comme il a si bien dit, toujours c'est des remerciements envers nos chers abonnés. De continuer à s'abonner sur Sympavision, c'est très important. Ce sont des débats qui vont nous permettre nous-mêmes de faire beaucoup de recherches sur notre pays. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important pour le progrès de ce pays. Tout ce que nous pouvons dire, c'est de souhaiter bon sens et d'encourager toujours le personnel au niveau de Sympavision. C'est quelques mots que j'avais à l'endroit de nos chers abonnés. Merci, nos chers invités, nos chers abonnés. C'était nos deux invités, comme à l'accoutumée, les mardis. Nous faisons appel à ces deux jeunes qui ont un talent vraiment extraordinaire, qui peuvent aider la communauté jeune à s'inspirer et à tendre toujours vers l'excellence et à faire des réflexions pour aider cette nation à sortir de l'ornière du point de vue éducationnel, mais du point de vue sécuritaire, mais aussi du point de vue sanitaire. Et je pense que du point de vue politique, ces jeunes ont une capacité extraordinaire. Ça peut aider d'autres jeunes qui sont dans la même dynamique et qui souhaitent vraiment un bon sens pour la politique générale de l'État. Donc, ces quelques mots que nous avions pu récolter pour vous de l'indépendance à la date d'aujourd'hui pour que nos abonnés puissent s'imprégner des réalités de notre politique. Et sans plus tarder, on se donne rendez-vous. À plus.